الرحمة لهم والغفران. Les cas positifs répartissent selon les wilayas comme suit. Nous avons 121 nouveaux cas enregistrés au cours de la dernière semaine au niveau de Nouakchott Ouest, 95 cas au niveau de Nouakchott Nord, 70 cas au niveau de Nouakchott Sud, 33 cas au niveau de Trarza, 31 cas au niveau de wilaya de Guidimaka, 21 cas au niveau de wilaya de l'Asaba, 15 cas ont été enregistrés au niveau de Brakna, 10 cas au niveau de l'Haoud al-Qarbi, 7 cas au niveau de Nouadhibou et 7 cas au niveau de Gorgol. Nous avons aussi enregistré au cours de la dernière semaine 6 cas à Tir Zamour, 5 cas ont été enregistrés à Al-Haoud al-Sharqi et 4 cas à Drar. Nous avons aussi enregistré à Inchiri 3 cas et 1 cas à Taganet. Par rapport aux cas actifs, nous avons aujourd'hui 726 cas actifs dans notre pays. Ces cas se répartissent comme suit. 670 cas asymptomatiques, 31 cas avec des symptômes simples et 25 cas dans une situation clinique grave. Par rapport au cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays, nous avons un cumul de 40 614 cas positifs, dont 9 850 cas contacts, 30 055 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré depuis le début de la pandémie 39 026 guérisons. Et malheureusement, nous avons enregistré 862 décès. Nes'alullah ar-Rahma lahum wal-Ghufran. Les tests réalisés sont au nombre de 13 842, dont 11 150 de type TDR et 2 692 de type PCR. Toujours au niveau national, nous avons aussi réalisé depuis le début de la pandémie 701 868 tests, dont 481 762 de type TDR et 190 875 de type PCR. Par rapport à la situation des hospitalisés dans les hôpitaux nationaux, nous avons aujourd'hui, ou bien au cours de la semaine dernière, hospitalisé 57 patients Covid-19, dont 39 cas légers, 18 cas dans une situation clinique grave, et nous avons aussi enregistré 29 sorties d'hôpital. Par rapport à la situation de l'opération de la vaccination dans notre pays, nous avons vacciné avec les premières doses 111, le cumul de vaccination 101 119 680 personnes. Nous avons aussi 700 1023 706 personnes complètement vaccinées, ce qui représente 21% de notre cible nationale qui est les 2 600 000 personnes vaccinées. Je vous remercie. Docteur Moussa, on va commencer par commenter le commentaire de votre homologue tout de suite, parce qu'on remarque qu'il y a en moyenne un décès par jour. C'est quand même beaucoup. Comment expliquez-vous cette situation? Voilà, je vous remercie beaucoup. En fait, cette situation, comme vous savez, le nombre de décès dans une épidémie, c'est variable d'une période à une autre. Donc, mon collègue vient de parler de la situation de la semaine passée, la semaine du 23, je crois, au 26, en tout cas de la semaine précédente, cette semaine épidémiologique. Et là, donc, si vous constatez, nous avions 9 décès. Même la semaine d'avant, nous avons, je crois, le nombre de décès s'est élevé à 7. Mais il y avait des semaines où on avait le nombre de décès s'est élevé à 3 ou 4. Donc, tout ça, ça dépend souvent de... Comme vous savez, le Covid, il est toujours plus virulent chez les personnes âgées, les personnes à risque, les sujets à risque. Et chaque fois, quand on a dans les contaminations beaucoup de personnes, des sujets à risque, beaucoup de personnes âgées, et les foyers, comme je dis, fragiles, et malheureusement, et surtout aussi les gens non vaccinés, donc souvent,
nous arrivons souvent à enregistrer des décès, malheureusement. Et ce qui est déplorable. Mais la seule solution pour éviter ça, c'est la vaccination, en fait. Et comme vous avez bien dit, le ministère, le gouvernement mauritanien a entamé déjà la campagne de vaccination. Nous sommes sur la 5e phase. On va passer en détail plus tard. Mais juste pour dire que c'est déplorable, bien entendu. Mais avec les mesures qui ont été mises en place et que le ministère de la Santé continue à mettre en place, nous attendons certainement à baisser en fait le nombre de morts, le nombre de décès liés à cette épidémie, mais aussi, comme j'ai dit, les mesures de vaccination, l'application des mesures barrières. Et les autres mesures qui sont appliquées, qui sont préconisées, et c'est le seul en fait moyen de diminuer le nombre de décès dans nos structures sanitaires. Docteur Ba, vous ne trouvez pas que les chiffres sont alarmants et inquiétants? Tout d'abord, permettez-moi de remercier le service de programme de la TVM pour l'invitation qui me permet de partager aujourd'hui le plateau avec mon illustre aîné et ami Dr Moussa. Qui est un habitué de la télévision de Mauritanie, comme vous d'ailleurs. Qui est notre directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. Donc vraiment, c'est un plaisir d'être avec lui ce soir. Merci. Et comme il vient de le dire tout à l'heure, les chiffres que nous avons, nous sommes dans une marge qui est acceptable par rapport à la létalité de la Covid-19 qui est entre 2,1 et 2,4. Donc je pense que la Mauritanie a un bon taux de succès thérapeutique et aussi par rapport à des rémissions. C'est comme il l'a dit, je pense que si on a 9 décès la semaine précédente, ça s'explique aussi qu'il y a eu beaucoup plus de cas parce qu'aujourd'hui on est à 110 cas. Alors quand vous remarquez, du 1er décembre à aujourd'hui, on cumulait entre 23, 45, 60. Donc ça va de manière croissante et ça peut aussi s'expliquer par le changement des températures, mais également avec les voyages, parce qu'actuellement c'est les périodes de fêtes, beaucoup de gens voyagent, il y a des regroupements et ainsi de suite, et aussi l'avènement aussi du nouveau variant Omicron, qui pourrait peut-être être aussi une explication relative à ça, même si alhamdoulilah jusque-là, aucun cas n'a été notifié en Mauritanie. Je parle sous le contrôle de Dr Moussa. Donc 0 cas Omicron. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, comme docteur l'a dit. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais c'était pour savoir. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas de cas d'Omicron, malgré qu'il y a des tests génomiques qui sont faits pour essayer de détecter ces cas parmi tous les nouveaux cas positifs. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en profondeur pour en donner beaucoup plus d'explications. On va donc évoquer la 5e campagne. Voilà. Comment expliquez-vous qu'il y ait une autre campagne? Est-ce que cela veut dire que les campagnes précédentes n'ont pas été suffisantes ou n'ont pas permis au gouvernement d'atteindre les objectifs? Oui, merci beaucoup. Comme vous savez, il y a un phénomène mondial, en fait, c'est le rejet de la vaccination qui touche pratiquement tout le monde. Mais si on va parler de notre campagne nationale, le ministère de la Santé a fixé des objectifs. Les objectifs, c'est de vacciner 2 600 000 personnes. Et il y a eu la mobilisation lors de la première campagne. Il y a une deuxième, il y a une troisième, il y a une quatrième. Et actuellement, nous vivons la 5e campagne. Mais entre les deux campagnes, la vaccination continue. Et je crois que le taux que nous avons maintenant, nous avons un taux de 28%, qui est acceptable si on se compare avec les pays de la sous-région. Cependant, le ministère de la Santé, le gouvernement mauritanien souhaite arriver aux cibles. La cible, c'est que le 100% des populations cibles soient vaccinées, soit les 2 600 000 personnes qui sont la cible nationale. Il faut que ces 2 600 000 soient tous vaccinés pour qu'on arrive à atteindre notre objectif. Mais ça continue, il y a une progression quotidienne vers cette cible. Et je pense que, comme je dis, si on se compare avec la situation au niveau de la sous-région, nous pensons que nous sommes parmi les premiers, les pays en fait, les plus avancés en termes de résultats, en termes de couverture vaccinale. Et voilà, donc comme aussi mon collègue Dr Ba, que je remercie beaucoup aussi au passage, qui est l'une de nos personnes ressources au niveau du système, qui fait beaucoup de... son engagement aussi aboutit souvent à atteindre beaucoup de résultats. Donc nous, l'important pour nous, c'est que tout le monde,
le monde en fait est en train de vivre une épidémie d'ampleur depuis, comme vous savez, depuis fin 2019. Le monde est en train de vivre cette épidémie. Et cette épidémie, les études qui ont été faites et les situations, en fait, tout ce que nous avons face à cette épidémie, c'est la vaccination en première position. C'est les gestes barrières qu'il faut appliquer, que malheureusement aussi dans le monde, je ne parle pas de chez nous, beaucoup de gens parfois, il y a un relâche des gestes barrières et de vaccination. Il y a aussi, comme j'ai dit au début de mon intervention, il y a la réticence aussi vis-à-vis des vaccins. Et c'est ce qui amène, moi tout à l'heure demandé le nombre de décès comme Dr Baladi, ça aussi ça peut expliquer en quelque sorte, c'est le refus de vaccination, de se faire vacciner, qui peut en grande partie aussi, malheureusement, expliquer le nombre de morts. Bien que aussi, relativement chez nous, je pense que la situation plus ou moins acceptable en termes de nombre, en termes de cas positifs, parce que si on voit le total de cas positifs que nous avons enregistrés dans notre système de santé, s'élève à 40 614, alors que dans certains pays, on atteint parfois les millions en fait de cas. Et tout cela, certainement, c'est dû en partie aussi à l'engagement de la population mauritanienne, parce que si vous vous rappelez avec nous, dans les premières phases de l'épidémie, il y a eu quand même un sentiment en fait de veille nationale. C'est vrai que lorsque aussi le nombre de cas a commencé à baisser, il y a eu aussi une baisse d'application des mesures barrières et autres. Mais avec l'arrivée de Omicron, et je pense que aussi nous sommes tous appelés à reprendre les gestes barrières et à aller pour se faire vacciner en masse. Parce que vraiment c'est le meilleur moyen. Et nous remercions aussi nos autorités sanitaires parce que aussi les vaccins existent. Par moment, les gens veulent se faire vacciner alors que c'est le vaccin qui manque. Et les autorités mauritaniennes, ils ont disponibilisé le vaccin. Il est gratuit, il est disponible. Et donc, d'où l'importance. Et c'est le seul moyen pour diminuer le nombre de décès. Et donc, il y a lieu que je profite de cette occasion pour sensibiliser l'ensemble de la population sur l'importance de la vaccination et de la reprise aussi des gestes barrières. Et je pense que j'ai répondu en partie. S'il y a d'autres choses, je suis à votre disposition. On va demander à Dr Bad de nous parler de la particularité de la 5e campagne, c'est-à-dire l'âge des personnes qui doivent être vaccinées. Oui, la particularité de cette campagne, déjà, c'est sur 2 volets. Déjà par rapport à la cible. Parce que dans cette campagne, on a introduit la cible de 12 à 18 ans. Les enfants de 12 ans jusqu'à 18 ans peuvent se vacciner. Pour être précis, ça veut dire que les enfants de 12 ans doivent se rendre dans les centres de vaccin. Leurs parents doivent les amener dans les centres de vaccin. Parce que c'est encore des mineurs, donc c'est sous la responsabilité de leurs parents. Donc ils viennent avec leurs parents. Et s'il y a un consentement des parents, parce qu'on ne peut pas vacciner un mineur sans qu'il y ait consentement déjà d'un adulte qui l'accompagne ou bien qui est garant de sa santé morale ou autre. Donc il y a cet aspect. Le deuxième aspect également, c'est par rapport aux vaccins qui sont disponibles. Parce que cette fois-ci, les 3 vaccins sont disponibles. L'AstraZeneca, le Sinopharm et le Johnson & Johnson. Mais également, en plus de revoir la tranche d'âge de 12 à 18 ans, nous avons aussi la possibilité qu'il y ait des doses de rappel. Parce que ceux qui étaient complètement vaccinés par 2 doses d'AstraZeneca ou de Sinopharm peuvent prendre un vaccin de rappel. Et quelles sont les conditions? Une 3e dose. Donc par rapport à ça, même également ceux qui ont eu une seule dose de Johnson & Johnson peuvent prendre une dose de rappel. Cette dose de rappel, je pense que lors de mon dernier passage, j'avais un peu parlé de ça. Je disais qu'on a un comité scientifique, le moment opportun, cette 3e dose pourrait s'imposer. Donc comme c'est le cas actuellement, et surtout c'est dans le cadre de l'avènement de Omicron, parce qu'il y a le 24 novembre, l'OMS a déclaré le nouveau variant Omicron qui était diagnostiqué en Afrique du Sud. Donc jusque-là, la Mauritanie est indemne d'Omicron, mais les autorités ont pris le devant vraiment pour prendre toutes les mesures idoines pour permettre quand même à la population d'être vraiment prémunie contre cette pandémie-là. Et selon les scientifiques, il est reconnu que une 3e dose serait vraiment protectrice contre ce variant Omicron. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est pour mieux comprendre.
Moi, par exemple, j'ai déjà pris mes 2 doses, je n'ai pas allé directement prendre la 3e dose. Oui, les directives, parce que avec cette campagne... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une population cible, on ne dit pas que ce sont les personnes qui ont... Non, toute personne qui est déjà complètement vaccinée, s'il est vacciné au moins depuis 3 mois, complètement vacciné au moins depuis 3 mois, pour AstraZeneca, entre 3 et 6 mois, il a la possibilité de se faire vacciner pour une dose de rappel. Donc tous ceux qui ont quand même une ancienneté de moins de 5 mois, ceux qui avaient terminé leur dose, parce qu'on dit souvent après 5 mois de vaccination complète, souvent il y a un peu peut-être l'immunité qui peut commencer à baisser un peu. Donc vu qu'il y a le nouveau variant, donc c'est une occasion également de rebooster son immunité. Comme on le sait, la vaccination, c'est des moyens biologiques qu'on administre à l'être humain pour un peu booster son immunité et l'amener encore à mieux se défendre contre les organismes qui l'attaquent. Donc c'est dans ce sens que vraiment on exerce aussi ceux qui sont complètement vaccinés ou qui sentent aussi qu'ils ont une certaine fragilité de leur état de santé peuvent se rendre dans les formations sanitaires les plus proches, se vacciner. Docteur, quand on dit campagne de vaccination qui débute de telle date et se termine à telle date, est-ce que ça veut dire que cette date-là qu'on a fixée en dernier lieu, là, s'arrête la vaccination? Non, ça veut dire qu'elle peut continuer. Oui, bien entendu, la vaccination va continuer. Comme j'ai dit, le démarrage des campagnes a eu lieu le 26 mars 2021, de manière générale. D'accord. Mais depuis le 26 mars, la vaccination n'est jamais interrompue et ça continue. Il y a un suivi strict pour ces vaccinations. Le reporting se fait tous les jours, le nombre de personnes vaccinées. La différence, c'est que chaque fois, on booste le nombre de gens qui vont se faire vacciner, en annonçant aussi une campagne, se mobilisant davantage, en faisant parfois la stratégie mobile pour partir mettre des points de vaccination un peu partout. Et c'est avec ça qu'on met. Sinon, la vaccination, à partir de 31, elle continue dans les structures de santé. Maintenant, elle existe dans d'autres points qui n'ont pas les structures de santé. C'est les stratégies avancées, mobiles. On vient chez les gens, on se met quelque part dans un quartier, on plante un point fixe et les gens commencent à venir. Mais quand se termine cette campagne, ça continue, mais au niveau des structures de santé, ça continue comme c'était. Comme j'ai dit, le ministère de la Santé a fixé une cible. Quand j'ai dit le ministère de la Santé, bien entendu, c'est aussi sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui est le garant, qui est la référence dans ce sens. Et tant qu'on n'a pas atteint ces cibles, la vaccination va continuer. Si on atteint ces cibles, on peut penser avoir une immunité collective. Une immunité collective. Et ça, peut-être, qui va nous aider à freiner la transmission de l'épidémie. Donc, je vais revenir un peu sur Omicron. Vous avez les mesures qui ont été prises par les autorités nationales pour ça. Comme le docteur l'a dit, c'est depuis le 26 novembre qu'Omicron est devenu maintenant un variant préoccupant pour la communauté internationale. Mais il y a eu beaucoup d'actions que le ministère de la Santé a mis en place. D'abord, la première action, c'est le renforcement de la surveillance au niveau des points d'entrée. Donc il y a eu au niveau des aéroports, au niveau des ports, au niveau des autres points d'entrée, il y a eu la question du matériel, le matériel de protection, le matériel, les caméras thermiques et autres matériels nécessaires au niveau de l'aéroport qui est l'un des principaux, les points d'entrée principaux. Il y a eu donc un renforcement de vigilance, de contrôle et ainsi de suite. Et ça a permis, peut-être jusqu'à présent, comme le docteur l'a dit, on n'a pas encore enregistré Omicron chez nous. Bien qu'aussi, en parallèle avec ça, comme vous savez, depuis décembre 2020, Covid-19 a commencé à donner des variants. Et donc, c'est déjà en juin 2021, la Mauritanie, depuis le mois d'avril, a commencé même à se préparer pour pouvoir détecter les variants de Covid-19 au niveau national. Et en juillet 2021, il y a eu donc l'acquisition d'un séquenceur qui permet de faire cette opération avec l'aide des partenaires, bien entendu, techniques et financiers de la Mauritanie. Et en août, la recherche active, quand je dis recherche active, c'est-à-dire à travers le séquençage, a commencé avec l'aide de notre Institut national de recherche, l'Institut national de recherche en santé publique et aussi l'Institut Pasteur de Dakar. Et nous avons pu récemment sortir des analyses qui nous donnent une idée sur quels sont les variants qui circulent actuellement en Mauritanie. On sait que pour le moment, Dieu merci, Omicron
n'existe pas chez nous, mais il y a d'autres variants qui provoquent des épidémies sporadiques, qui peuvent aussi participer à la recrudescence de nouveaux cas, à l'augmentation du nombre de cas de tel ou tel variant. Et ça aussi, nous connaissons maintenant, grâce à cette technologie, que nous avons des variants pratiquement qui ont circulé récemment en Mauritanie. C'est les variants Delta et les variants Eta. Et ça, c'est des variants qu'on suit, en fait, comme j'ai dit. Il y a eu aussi, pour suivre ça, il y a souvent des PCR qu'on devait positifs. C'est la base des PCR positifs qu'on peut vraiment commencer le reste de la recherche de Omicron. Et le gouvernement mauritanien a mis plusieurs plateformes de PCR. Il y avait une en début de cette année, mais actuellement, nous avons un nombre de 7 ou 8 PCR. Donc tout ça, ça permet de générer le maximum des échantillons qui sont susceptibles qui peuvent être des candidats pour la recherche en fait de Omicron. Tout ça pour dire, ça c'est d'une part. L'autre part aussi, c'est que il y a la vigilance en fait au niveau des structures de santé. Et l'autre mesure qui n'est pas moindre, comme vous savez, lorsqu'il y a eu une baisse de nombre de cas, pratiquement les pavillons Covid, il existait dans un seul hôpital qui est dédié à Covid. Mais lorsque Omicron a commencé, le ministère de la Santé a décidé d'ouvrir tous les pavillons Covid qui existaient au niveau des autres structures hospitalières. Et ça, certainement, ça aide vraiment à se préparer davantage. Il y a aussi une révision de tous les systèmes d'oxygène sur l'étendue du territoire national. Et donc tout cela, c'est des éléments qui vont permettre, en tirant de l'expérience de passé précédente, de notre contact avec Covid-19, que toutes ces recommandations, toutes ces actions ont été faites vraiment pour anticiper. Si jamais il y a qu'on ne le souhaite pas, une épidémie, mais quand même que le système soit déjà vigilant à la recherche active d'abord de ces cas. En même temps, une fois un cas se prépare, on a déjà le plateau technique et la prise en charge nécessaire pour combattre en fait la propagation de cette épidémie. Donc pour le moment, ça se passe bien, alhamdoulilah. Bon, en tout cas, Omicron n'existe pas chez nous. Et la campagne de vaccination est en cours. Hein, et comme Dr Ba l'a dit aussi, nous avons cette fois-ci élargir un petit peu la cible pour atteindre les jeunes enfants supérieurs à 12 ans. Tout ça, c'est des mesures qui vont nous permettre certainement d'être toujours plus rassurants en termes de sécurité sanitaire et de voir l'horizon plus clair en fait vis-à-vis avec un espoir un jour de pouvoir convaincre cette épidémie de Covid-19. Docteur Moussa, c'est quoi un variant d'abord? Et comment on le découvre? Bon, le variant, comme on dit, chaque virus a un matériel génétique. Donc, comme on sait, le matériel génétique, le virus aussi, est toujours conditionné à des mutations, à des variations de son matériel génétique. Donc, si le matériel génétique initial est connu, s'il y a au fil du temps une modification de ce matériel génétique, c'est ce qui crée un variant. On parle de variant. Par exemple, avec ce variant Omicron, parce que on avait le variant Delta qui était le plus connu. Jusqu'à présent, dans beaucoup de pays, c'est le variant qui est vraiment le plus en exergue dans ces pays-là. Et avec Omicron, je pense que maintenant, il y a plus de 89 pays où il y a le variant Omicron qui est là. Et comparé, par exemple, comment ça s'appelle la mutation, on dit que Omicron Delta avait 9 variations, avait 9 mutations plutôt, alors qu'Omicron, il y a une cinquantaine de mutations avec 32 qui concernent la protéine spike. Donc c'est pour dire que les virus, de la même manière, nous on se protège, de la même manière aussi, les virus cherchent aussi à survivre, aussi à changer leur matériel génétique et à aussi, avec les contacts avec d'autres types de personnes qui ont des variants différents aussi, qu'il y ait souvent ce changement de matériel génétique qui cause les variants. Et ça c'est, comme on dit, c'est une suite logique de tout virus, les mutations. C'est-à-dire qu'il faut s'inquiéter, il faut se dire qu'il va continuer à créer des variants jusqu'à plus l'infini. Oui, c'est ça l'inquiétude, parce que qu'est-ce qui même occasionne souvent les variants? Parce qu'il est notifié qu'un faible taux de vaccination peut être propice à l'apparition de variants. Parce que quand on regarde la plupart des variants, c'est les pays où la couverture vaccinale est un peu faible, d'où l'OMS vraiment recommande qu'il y ait au moins 60 à 70% de couverture vaccinale pour permettre vraiment d'endiguer
la possibilité comment dirais-je, de nouvelles variants. Donc, c'est dans ce sens aussi qu'on continue toujours à parler de vaccination, parce qu'actuellement, c'est le moyen le plus sûr que nous avons vraiment pour endiguer cette maladie et surtout limiter, comme on dit encore, le nouveau variant qui peuvent encore être là. Omicron est-il dangereux? Il se multiplie plus rapidement, il est plus contagieux que les autres. Est-ce qu'il est plus dangereux? Effectivement, Omicron se multiplie plus rapidement. Mais comme vous le savez, c'est un virus qui est encore nouveau, presque juste un mois. On continue d'étudier par rapport à sa létalité, par rapport à la symptomatologie, parce que comme vous le savez, ça a commencé en Afrique du Sud, il y a d'autres pays aussi qui ont eu à avoir certains cas. Mais jusque-là, on a remarqué quand même qu'il se multiplie plus rapidement, il contamine plus rapidement. Dernièrement, c'était Delta qui vraiment inquiétait le monde par rapport à son taux de contagiosité, alors que là, Omicron est encore beaucoup plus contagieux. Donc vraiment, d'où l'intérêt de revenir à cette base qui est les mesures barrières. Je pense que la distanciation sociale, les mesures barrières, l'hygiène et surtout la vaccination. Parce que pour moi, la vaccination, actuellement, c'est un moyen sûr que nous avons pour vraiment lutter contre cette pandémie. Et la dernière fois, je parlais à un ami, il me disait, même si on se vaccine, on n'est pas sûr de ne pas contracter la maladie. Surtout oui. Avec Omicron, il paraît que même les personnes qui sont vaccinées... Oui, la vaccination, elle nous protège. Je donnais l'exemple la dernière fois, je disais, quand on est en train de voyager, on est dans la voiture, on met la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité ne nous empêche pas d'avoir un accident. Mais quand on a un accident, au moins on est protégé, on est limité. Donc, se vacciner ne t'empêche pas d'avoir une infection Covid. Au moins, ça minimise, ça réduit. Et au cas où, malgré tout ça, que tu es vacciné, que tu as eu l'infection Covid, là encore, ça te protège d'avoir les cas graves. Donc, c'est ça un peu l'intérêt, c'est ce que les gens doivent comprendre. Parce que quand nous remarquons dans nos hôpitaux, la plupart des cas graves, des décès, Dr Moussa l'a dit tout à l'heure, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Même actuellement, au niveau national, on avait demandé de voir les personnes, les nouveaux cas de Covid-19, est-ce qu'ils étaient vaccinés ou pas? Presque tout le monde n'est pas vacciné. Donc c'est important déjà que les gens aussi comprennent cela. Omicron est là. Heureusement qu'il n'est pas encore chez nous, mais le ministère a pris le devant pour prendre toutes les mesures nécessaires afin quand même de protéger la population. Et je pense qu'actuellement, ce n'est pas évident d'avoir les vaccinations, tous les types de vaccins qui sont disponibles. Donc maintenant, ce qui reste aussi, que c'est aux populations qui ont déjà eu vraiment à faire un grand effort, comparé aux pays de la sous-région où quand même on est vraiment en avance dans le cadre. Donc vraiment aussi, c'est de les appeler à cette responsabilité qu'ils ont eu à avoir, de continuer de l'avoir. Pour ceux qui n'étaient pas vaccinés, de le faire. Ceux qui étaient déjà complètement vaccinés avec l'avènement d'Omicron, de prendre une dose de rappel, et ça leur permettra aussi de mieux les immuniser et de les préparer à affronter au cas où on ne souhaite pas Omicron pointe le nez. Docteur Abdallah, est-ce qu'on peut avoir une idée des moyens mobilisés par l'État pour cette campagne, oui. Bon, si vous permettez, moi je vais revenir un peu sur les variants en fait, de Covid. Les variants, comme le docteur l'a dit, c'est un phénomène naturel d'un virus pour se protéger en fait, lui-même, pour sa survie en fait, parfois. Mais souvent, quand il y a plus de transmission, c'est là où nous avons plus de variants. Donc, en fait, d'où l'intérêt en fait de faire vacciner le maximum de gens d'abord. Et en fait, c'est le truc, c'est que tous les virus en fait ARN, parce qu'il n'y a que deux types de virus, ARN ou ADN, et c'est souvent les virus ARN qui posent plus de problèmes à l'humanité en fait. Et vous demandez, est-ce que par exemple, on peut dire que ce Covid va terminer de jour au lendemain? Je vous donne l'exemple. Si on prend par exemple la grippe en fait, espagnole de 1919, elle a été peut-être vers 21-22, on l'a stoppée, mais la transmission des virus a continué jusqu'aux années 50. Donc pour dire pourquoi, une fois il y a une immunité, le virus peut circuler, mais pratiquement il y a peu de gens. Il y a peu de gens qui souffrent de sa circulation parce que les gens sont déjà immunisés en fait. D'où l'importance en fait de se faire vacciner au maximum d'une part.
D'autre part, la mutation se fait tous les jours. Les virus, il y en a des milliers de virus qui mutent, mais il y a beaucoup de gens beaucoup de virus qui font des mutations, mais qui sont anodins pour l'être humain, en fait. Pourquoi on va dire, à partir de quel moment on va dire que cette mutation est préoccupante, par exemple, c'est quand elle commence à provoquer, d'abord, si elle augmente la capacité des virus de toucher le maximum de la population, c'est-à-dire faire plus de transmission, si aussi elle augmente sa capacité, en fait, de passer inaperçu par rapport au système de défense naturel de l'homme. Et aussi, s'ils arrivent à ne pas, en fait, à échapper au système vaccinal, échapper aussi aux molécules de traitement. Et aussi, avoir une transmission plus grave, plus aggravée, c'est-à-dire provoquer plus de morts. C'est là où on peut vraiment penser, celui-là, il est préoccupant. C'est pour cela, à chaque fois, on dit ça, c'est un virus sous surveillance, variant sous surveillance, et ça, c'est un variant préoccupant. Et donc, la seule manière, en fait, pour stopper ça, c'est de faire vacciner le maximum, de reprendre les mesures barrières, le lavage systématique des mains, distanciation sociale de 1,5 m au minimum. Et la vaccination, comme le docteur l'a dit, actuellement, c'est l'un des meilleurs moyens pour se protéger pour vraiment lutter contre Omicron. D'abord, parce qu'il y a une étude récente qui disait que quand il y a plus de gens qui ne sont pas vaccinés, il y a plus de possibilités d'avoir des virus, il y a plus de possibilités de faire des variants quand ils se propagent plus au sein d'une population non vaccinée. D'où l'importance maintenant de se faire vacciner. Et comme aussi les données scientifiques mondiales ont donné des recommandations d'ajouter la cible vaccinale, c'est l'importance aussi d'amener les enfants. Vous savez, le début, si vous vous rappelez, on avait les cibles vaccinales, c'était plus de 60 ans par exemple. Et les personnes, par exemple, avec des problèmes particuliers de santé et tout, après on a élargi. Tout ça c'est fait parce que, comme le docteur l'a dit, ça c'est un nouveau virus. Et beaucoup de phénomènes, de son comportement et de ces phénomènes sont sous étude. Et chaque fois quand les études scientifiques donnent une orientation, l'OMS recommande ces orientations, les pays aussi appliquent ces orientations. C'est pour cela, pour dire que chaque action qui se fait dans le cadre de ces virus, elle est importante. Quand on a élargi la cible, c'est parce que maintenant on doit l'élargir aussi. C'est parce que aussi les débuts, on disait non, ça c'est un virus respiratoire, souvent les enfants ils ne sont pas concernés, mais Covid-19 a démontré que les jeunes aussi, parfois ils sont touchés par ce virus. C'est pour d'où l'importance maintenant d'élargir la cible et de se faire vacciner le plus rapidement possible et d'appliquer aussi la mesure, comme le docteur l'a dit, de troisième dose qui a été recommandée maintenant et appliquée. Comme j'ai dit, tout ça, c'est suite à un processus scientifique qui amène chaque fois les décideurs, l'OMS a préconisé et les États membres suivent pour qu'on arrive dans un moment donné d'avoir l'immunité qu'on cherche, on se fait vacciner tous. Et on reprend la vie normale. Et vous savez, actuellement, il y a certains pays où on revient peut-être même à une période que je ne souhaite pas qu'on revienne, là où on a fermé tout, il y avait des couvre-feux partout et tout. Il y a certains pays du monde qui vivent toujours ça. Et donc, d'où l'importance des mesures barrières, comme on a bien dit, de se faire vacciner. Et voilà. Je pense que la question que vous avez posée, qu'est-ce que nous avons fait pour cette campagne? Cette campagne, les moyens mobilisés. En quoi elle sera différente des autres, en dehors des cibles? Bon, en dehors des cibles, il sera mobilisé parce qu'il y a beaucoup de moyens logistiques mobilisés pour gérer cette campagne. Et en plus aussi, moi j'allais dire que c'est l'une des plus grandes campagnes par rapport avec les autres, parce que d'abord les cibles sont élargies, parce qu'il y a l'introduction de la troisième dose, qui va augmenter les cibles aussi. Plus de 12 ans qui va augmenter les cibles. Et en plus, il y a les 3 vaccins ensemble qu'on administre. Donc, nous avons une capacité, une disponibilité de vaccins énorme. Et nous avons mobilisé aussi des moyens énormes pour pouvoir accompagner cette cible, cette campagne de 7 jours. Mais je crois que les données que nous avons déjà, les 3 premiers jours de la campagne, on a vu qu'il y a une très forte mobilisation. Il y a déjà, nous sommes au 3e jour, il y a déjà certaines régions qui ont atteint
19% de cibles et 15% de cibles. Donc c'est des indicateurs en fait qui sont encourageants. Et je pense que d'ici la fin de la campagne, nous étions à 28%. Nous espérons qu'on va vraiment s'approcher davantage de notre cible globale, comme je dis, qui est 100%, soit 2 600 000 personnes complètement vaccinées. Voilà donc. Docteur, expliquez-nous comment, dans un premier temps, on avait dit que cette pandémie ou ce virus ne concernait que les personnes âgées, etc. Et au fur et à mesure, on descend jusqu'aux enfants de 12 ans et dans certains pays, des enfants de 5 ans. Effectivement. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Non, c'est un nouveau virus. Nous sommes en perpétuel apprentissage. Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Et comme l'a dit le Dr Moussa, je pense qu'il y a des études qui sont en cours et à chaque fois, au décours de ces études-là, il y a des recommandations qui sortent. Et souvent, il y a des données aussi qui sont vraiment probantes, qui nous amènent à prendre plutôt des directives. Et c'est dans ce sens-là. Je pense qu'il y a peut-être une année, on ne pensait pas qu'un jour on allait vacciner les enfants de 12 ans ou plus. On ne pensait pas non plus, excusez-moi, d'avoir un rappel. Effectivement, c'est surtout ça. Parce que, comme on le sait, le virus, il mute. Et il y a l'inégalité de la vaccination. Et il y a le fait aussi qu'il y a une grande partie du monde où la vaccination reste encore très faible. Et donc, tant qu'il y a une partie il y a cette inégalité dans la couverture vaccinale, il y a beaucoup de possibilités qu'il y ait de nouveaux variants. Et tant qu'il y a de nouveaux variants, c'est de trouver encore les meilleures approches possibles, vraiment pour pouvoir limiter. Et surtout, de voir par rapport aux personnes vulnérables, parce que dès le départ, on parlait plus des personnes âgées ou bien ceux qui avaient des comorbidités, à savoir le diabète ou l'hypertension artérielle. Mais au fil du temps, on a vu que même les enfants aussi étaient touchés. Avec Delta, lorsque ça a commencé, on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on pensait vraiment protégés à travers leur âge, peut-être leur force physique. Mais on a vu aussi eux, ils étaient là. Et même actuellement, on sent qu'une tranche d'âge aussi beaucoup plus jeune. Et surtout, c'est aussi par rapport même à la propagation. Parce que c'est vrai qu'il y a les plus jeunes, peut-être ne sont pas souvent affectés par la maladie, mais sont une source de transmission. Donc, pour stopper une chaîne de transmission, il y a plusieurs méthodes ou bien plusieurs moyens. Même la source aussi, il faut voir quelle est la source. Tant qu'on protège, on vaccine les autres, alors qu'il y a peut-être une partie de la tranche d'âge qui est une source d'infection. Et si on ne l'immunise pas elle aussi, elle peut continuer à propager cette maladie-là. Je pense que dans ce sens, à travers aussi des recommandations scientifiques, parce que ce n'est pas la Mauritanie qui l'a inventé, ce n'est pas juste un autre pays, mais c'est à travers une société de savants qui ont étudié, qui ont eu des résultats, et c'est au décours de cela qu'il y a eu ces recommandations-là qui sont appliquées à travers le monde. Et aussi, d'abord aussi, même si c'est appliqué à travers le monde, en Mauritanie aussi, il y a un comité scientifique qui est là, qui conseille, comme on dit, notre ministère à travers les directives qu'ils connaissent. Et c'est dans ce sens-là aussi que ça a été adopté pour qu'il y ait vraiment une meilleure riposte dans le cas de la Covid en Mauritanie. Docteur Abdallah, l'explication, comment expliquer la réticence de certaines personnes par rapport à la vaccination? Bon, ça aussi, il y a eu plusieurs recherches, en fait, quantitatives et qualitatives sur ce phénomène. Bon, il y a plusieurs, en fait. D'abord, parfois, c'est les informations qu'on circule sur les réseaux sociaux, sur les vaccins. Et aussi, ces recherches ont soulevé aussi que souvent, quand on applique, c'est-à-dire il y a certaines stratégies qui impliquent la communauté dans les campagnes de vaccination et de sensibilisation qui ont donné beaucoup d'effets pour l'acceptation de la vaccination. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui jouent sur ça. Les études sont différentes d'un pays à l'autre, mais de manière générale, je pense que c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas lié avec le pays en voie de développement ou le pays développé, mais comme vous savez, il y a dans plusieurs pays, tout le monde, c'est un phénomène mondial en fait, qui est là, il y a qu'en fait la sensibilisation continue, l'amélioration et l'information en fait orientée sur l'évidence en fait, qui vont amener la population à se faire vacciner. Parce que qu'on veuille ou pas, on sait que même si la vaccination peut-être n'est pas à 100%, qui peut
empêcher la transmission du Covid-19, mais quand même, elle est à 100%, peut empêcher à 100% les complications liées au Covid, et d'où moins de complications en fait liées au Covid. Et ça, c'est déjà quelque chose de très bénéfique pour la santé de la personne. Quelqu'un qui va rester dans une hospitalisation pendant 1 mois ou 2, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui va rester 2 ou 3 jours et il va avoir des symptômes légers, vraiment totalement légers. Et ça, ce n'est pas la même chose en fait. Et quelqu'un aussi qui est plus susceptible d'avoir des complications mortelles, ce n'est pas comme quelqu'un qui a des symptômes et que le Covid peut passer asymptomatique. Voilà. Donc pour dire tout ça là, c'est pour mettre l'accent sur l'importance de la vaccination. Et aussi, nous remercions les autorités pour l'introduction de cette 3e dose rappel, qui a donné ses preuves en fait dans d'autres pays. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Nous avons assez de vaccins et c'est pour cela nous sommes en mesure d'appliquer toutes les stratégies pour le moment mondiales que l'OMS préconise au niveau des autres pays. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes très, très satisfaits. Parce que aussi, la disponibilité de vaccins, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là. Et la gratuité aussi n'est pas donnée partout. La gratuité est là. Et donc, vraiment, je pense que c'est des facteurs, des éléments forts, en fait, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid. Et que nous avons, alhamdoulilah, eu la chance d'avoir tout ça. Donc, ce qui reste, c'est qu'on doit profiter, en fait, de ça. Voilà. Parce que le développement de Covid-19 est imprévisible. Personne ne sait pas ce qui peut arriver. Ça peut être stoppé, mais ça peut ne pas l'être aussi. Et le meilleur moyen maintenant, c'est de prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc la prévention, c'est la vaccination, le lavage systématique des mains, le respect des mesures de mesures de distanciation sociale. Et puis voilà, donc c'est ça. Docteur Ba, est-ce qu'il y a des saisons qui sont favorables à l'apparition ou à la multiplication des cas de virus? Oui, effectivement. Bon, comme nous le savons, les périodes où il y a un peu d'humidité, où vraiment les températures sont un peu basses, c'est les périodes qui sont les plus propices. Parce qu'au départ, dès que la Covid venait, on disait que bon, c'est pas viable en Afrique parce qu'il fait très chaud. On a des températures de 45 ou plus degrés à l'ombre, donc c'était pas là. Mais bon, c'est l'approche, parce que quand tu es côte à côte avec quelqu'un qui éternue sur toi directement, le virus, au niveau de l'organisme, la température est régulée. Donc, même s'il fait 50 degrés à l'extérieur, à l'intérieur de ton corps, il ne fait pas 50 degrés. Donc, il y a vraiment, tu peux être une source de propagation, mais quand tu éternues sous le soleil à 50 degrés, c'est vrai que la propagation va être ralentie. Donc, ce qui fait que même actuellement au niveau mondial, avec les baisses de température, on a eu une recrudescence de cas. Parce que les périodes de fin d'année, le plus souvent, aussi le mouvement de population, des retrouvailles au niveau mondial des familles. Bon, peut-être nous, on n'est pas trop dans ce sens, mais en Occident et autres, c'est les périodes de fête, de rassemblement en famille. Actuellement, si on va, qu'il y a même beaucoup plus de cas qui sont notifiés, parce qu'il y a plus de cas qui sont, beaucoup plus de tests réalisés. Et je pense qu'aussi la période, pour moi, elle peut être propice vraiment quand il y a une baisse de température. Et ça donne encore beaucoup plus de viabilité au virus, parce que si le virus tombe sur un objet inerte, il fait 45 degrés à l'ombre, bon, il ne va pas rester longtemps, mais quand il est dans une zone où c'est 22 degrés, 20 degrés, ça donne encore beaucoup plus de temps à ce virus-là avant qu'il rentre en contact avec une autre personne qui va toucher. Donc c'est vraiment dans ce sens qu'actuellement les gens doivent faire très attention. C'est vrai que peut-être à l'intérieur du pays, il ne fait pas aussi frais qu'à Nouakchott, mais c'est tous ceux qui sont à Nouakchott. Parce qu'actuellement, quand on regarde, il y a une inversion des tendances, parce qu'entre octobre et novembre, c'était plutôt les Rhodes, un peu la Saba, qui était vraiment le centre de l'épidémie. Mais actuellement, depuis une semaine, on remarque à Nouakchott la plupart des cas. Et même aujourd'hui, quand on regarde plus de la moitié des cas, c'est au niveau de Nouakchott. Donc, c'est ce qui nous amène vraiment à dire aux gens de faire très attention. Et surtout encore, de continuer de ces mesures barrières-là et de se vacciner. On ne peut pas finir l'émission avant de parler de cette qu'on a remarqué ces derniers temps, une fièvre. Certains disent même qu'il s'agit de Omicron. Parlez-nous de cette fièvre qui inquiète les foyers. On parle même de
en termes familial, on dit la fièvre de la famille. C'est-à-dire qu'il y a une fièvre qui contamine tous les membres de la famille pratiquement. Oui, en fait, ça, je voulais, en fait, avant de répondre sur cette question, il y a une mesure que le ministère de la Santé a mis en place qui est extrêmement importante, c'est la disponibilité de tests antigéniques pour la recherche active des cas. Donc, ces données qu'on remonte actuellement au niveau de l'ensemble des pays, c'est des données, on fait assez de tests antigéniques, hein, ce qui peut, en quelque sorte, on peut dire que c'est des données très fiables, parce qu'on cherche beaucoup et ce qu'on trouve, a priori, c'est ce qu'il y a. Et donc, vraiment, c'est le fait aussi de disposer les tests antigéniques, de disposer la PCR dans plusieurs zones, c'est un élément important pour la lutte, en fait, parce que la lutte commence par la détection, la recherche active des cas. Donc, pour cette fièvre, ça, le système de surveillance épidémiologique, chaque année, d'ailleurs, je souhaite aussi rappeler que parmi les mesures que le ministère a mis en place, c'est le renforcement des sites sentinelles, en fait. On est en train de... C'est quelque chose qui continue, mais nous espérons, avec la vision de son Excellence, Monsieur le Ministre, que sous peu, nous aurons des sites sentinelles sur l'étendue du pays qui vont détecter rapidement un changement de transmission de fièvre, par exemple, ou d'autres maladies épidémiologiques, qui va nous permettre d'anticiper et d'agir rapidement pour stopper ce genre des épidémies, ce genre d'épidémies sporadiques que le système reconnaît souvent. Il y a des périodes, en fait, c'est la période de septembre jusqu'au décembre, et après, je crois la période de février, mars, avril. Souvent, c'est des périodes où nous avons constaté qu'il y a des périodes, il y a des symptômes grippaux. C'est-à-dire il y a des fièvres en fait que le système détecte souvent dans cette période. Mais je pense que la période, le mois d'octobre et novembre, nous avons détecté actuellement, le début décembre aussi, ça aussi c'est quelque chose qui a été à peu près dans toute la sous-région et même sur le plan international. Et lorsque la recherche en fait génomique qui a été faite à la recherche de Omicron, on se levait surtout que c'est le variant Delta qui a provoqué cette transmission de fièvre, de symptômes grippaux. Et nous, ici aussi, notre système de recherche de Omicron, le séquençage génomique qui a été fait a soulevé aussi la circulation de Delta, en fait. Nous pensons, et quand je dis nous pensons, c'est parce qu'aussi il faut toujours des études scientifiques qui vont confirmer ce qu'on dit. Mais nous supposons que certainement c'est un phénomène en fait lié à ce phénomène sous-régional et mondial de la transmission accélérée de variants Delta, en fait. Mais malgré tout, chaque fois, en tout cas, moi j'ai suivi le développement de plusieurs en fait, épidémies de ce genre à l'intérieur du pays il y a 2 ou 3 semaines et 4, et même dans certaines zones en Nouakchott ici. Et le ministère a toujours accompagné pour la recherche active autour des familles qui ont cette fièvre et la prise en charge des cas en fait, identifiés, et aussi le renforcement de la vigilance. Et on a même distribué des nécessaires pour les gestes barrières, que ce soit les liquides hydroalcooliques pour les familles où il y a des foyers de ce genre. On l'a fait à Nouakchott, on l'a fait à l'intérieur du pays. Et il y a aussi un système de vigilance, de surveillance active au niveau des structures hospitalières. Et nous espérons que cet ensemble de mesures va nous aider à arrêter ces épidémies, mais aussi en parallèle, nous sommes en train de mettre les mesures nécessaires pour anticiper, en fait, pour chaque fois quand ce genre d'épidémies commence, qu'on les détecte au début et qu'on arrive à les endiguer. Sinon, dans tous les pays du monde, il y a toujours des épidémies, parfois de fièvre, des épidémies de rougeole. Aucun pays n'est à l'abri des épidémies. Hein. On va demander à Dr Ba, qui est Dras Nouakchott Nord, de dire un mot sur cette fièvre. Comme l'a dit Dr Moussa, on a connu ces derniers temps un épisode fébrile où vraiment il n'y avait pas presque une famille en Nouakchott qui n'était pas touchée. Quand on voit la période octobre-novembre au niveau mondial, particulièrement en Occident, c'est la saison grippe. Il y a eu beaucoup de grippe. Et comme on sait actuellement, le monde c'est un village planétaire.
Mais la grippe aussi, de par sa symptomatologie, elle est presque actuellement identique à la Covid-19. Donc nous, ici au niveau de la Mauritanie, il y a la surveillance épidémiologique à travers cette surveillance génomique qui est faite. Parce que, comme il a dit, c'est ce qui aussi vraiment je voulais remercier et surtout féliciter. Parce que souvent on dit en Mauritanie que nous avons beaucoup de cas. Moi je trouve que c'est bien parce que nous faisons une détection au niveau de toutes les formations sanitaires. Il n'y a pas, je pense, un poste de santé en Mauritanie, c'est l'étendue du territoire qui ne fait pas de tests. Nous utilisons les tests antigéniques que nous utilisons. Récemment, j'avais participé à un congrès dans un pays de la sous-région où les gens détectaient des cas de Covid-19 à travers les PCR, mais qui n'étaient pas comptabilisés. Donc ce qui faisait que moi je me disais, mais comment ça se fait que nous en Mauritanie, on est moins peuplé, mais on a plus de cas. Mais si nous regardons quotidiennement parmi les cas qui sont faits, parce qu'il faut détecter pour connaître vraiment la vraie ampleur, pour pouvoir prendre des mesures. Donc le fait de ne pas avoir de cas, ça ne veut pas dire qu'on est indemne. Parce que dans tous les pays, si la Mauritanie a une soixantaine, 90 cas, cela veut dire que la sous-région aussi, les gens ont beaucoup plus que ça. Tout dépend de la capacité de détection. Et ça, c'est quelque chose à féliciter. Parce qu'au niveau opérationnel, quelle que soit la structure de santé, il y a possibilité de se tester. Et aux exercices aussi, les gens ont vraiment allé se tester dans ce sens. Maintenant, pour revenir à cette épidémie, ou plutôt ces cas de fièvre qui étaient vraiment notifiés, malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui développaient ces syndromes fébriles, mais qui n'allaient pas dans les formations sanitaires se tester. Et ça aussi, ça biaise un peu les résultats, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une grippe, on ne peut pas dire que c'est quelque chose, alors que la personne n'a pas accepté de se tester. D'où vraiment l'intérêt d'accepter de faire le test, parce que le ministère aussi avait même rendu disponible au niveau des formations sanitaires des tests même contre la dengue et autres. Il y avait les tests palud, il y avait les tests contre la dengue et les tests Covid. Et souvent, quand on regarde, il y a une symptomatologie souvent qui est là, qui presque se ressemble. Même actuellement avec Omicron, la symptomatologie, souvent elle est fruste, elle est un peu différente des autres. Parfois, il y a des courbatures, des maux de tête, un peu de fièvre, tout le corps te fait mal. Parfois, il y a une toux sèche, ainsi de suite. Alors qu'avant, il y avait certaines symptomatologies qui étaient typiques au début de la Covid. Mais maintenant, tu peux avoir la Covid sans savoir exactement ce que tu as la Covid. Tu as juste des maux de tête, tu te sens fatigué, mais il faut aller se tester. Donc, en tout cas, c'est dans ce sens, moi, je pense qu'on peut même protéger les autres. Parce que dès que tu sens un événement anormal dans ton organisme, je pense que le test est gratuit. Dans d'autres pays, il faut payer cher pour l'avoir. Actuellement, les pays occidentaux, même les États-Unis, sont en rupture de test parce que les gens veulent se tester pour déjà savoir est-ce qu'ils ont la Covid ou pas, pour ne pas exposer leur famille. Et je pense que quelqu'un qui ne se sent pas bien, la moindre des choses, c'est d'aller se tester, déjà pour savoir déjà son état de santé, mais aussi protéger les gens qui sont avec lui. Et dans ce sens, je pense que la Mauritanie quand même fait des efforts vraiment remarquables par rapport à ça. Et jusque-là, quand même, ce qui a été notifié, même à travers la surveillance génomique, c'est qu'encore n'a pas Omicron. Alhamdulillah, c'est déjà une bonne chose. Delta est là, il circule. Et Nouakchott aussi commence à avoir beaucoup de cas. D'où vraiment l'intérêt que les gens fassent le nécessaire, de respecter ces mesures barrières-là et d'aller encore se vacciner. Et de vacciner les enfants de 12 à 18 ans. Donc, docteur Ba, excusez-moi, c'est sur ces conseils que nous allons terminer notre émission qui était consacrée aujourd'hui, comme d'habitude, à Covid-19. Je rappelle que j'avais comme invité Dr Moussa Abdallah, qui est directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique, que je remercie au passage, et Dr Ba Ahmed, qui est DRAS de Nouakchott Nord. Quant à vous, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous accompagner au cours de cette émission et le plaisir de vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. En attendant, continuez à suivre les émissions de la télévision El Mauritania. Bonsoir.